Pour la 5e année consécutive, le Forum Galien Afrique se déroule en terre sénégalaise du 6 au 9 décembre 2022. Le Forum Galien Afrique offrira une plateforme d'échange exceptionnelle autour du thème « Accélérer la marche de l'Afrique vers la couverture sanitaire universelle ». Placé sous la présidence effective de son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, le Forum Galien Afrique réunira des experts scientifiques des secteurs de la santé, de l'économie, de l'environnement, d'éminentes personnalités politiques et de la société civile, d'anciens récipiendaires de prix Nobel, des universitaires et des centaines d'étudiants en médecine et pharmacie, ainsi que des jeunes innovateurs. Cette 5e édition du forum, avec 1500 participants, sera organisée en format présentiel et virtuel avec, du 6 au 9 décembre 2022, un forum des jeunes, un forum des femmes et un forum scientifique. Le vendredi 9 décembre 2022 se tiendra une cérémonie en présentiel au cours de laquelle, pour la seconde fois, le prix Galien Afrique, qui consacre la recherche, l'innovation, la santé et la technologie, sera décerné. Du 6 au 9 décembre, le Forum Galien Afrique fait de Dakar la capitale africaine de la santé, de l'innovation et de la recherche. Bonjour à tout le monde. Désolée de vous avoir un peu, je pense que je ne vous ai pas retardé. C'était sur le point de commencer. Et donc, désolée pour quand même ce petit délai. Voilà, entre les couloirs du grand hôtel King Fahd. Merci au professeur Souleymane Mboup d'avoir accepté de présider cette session en présentiel et en ligne. Nous aurons le Dr Modrek Chibi. Vous allez pouvoir présenter vous-même. Et aujourd'hui, nous avons donc un panel en appel hybride, ceux qui sont en virtuel et ceux qui sont en présentiel. Et nous allons avoir effectivement un panel très riche sur les innovations technologiques, n'est-ce pas? Sans plus tarder, je vais laisser le professeur Souleymane Mboup, directeur enseignant-chercheur à l'Université Cheikh Anta Diop, conseiller spécial, du moins, le professeur Souleymane Mboup, directeur de l'Institut de recherche IRSF. Et nous allons avoir une vidéo du professeur Daouda Ndiaye, qui n'a pas pu également faire le déplacement, et qu'on va pouvoir vous passer à ce moment-là, dès que vous voudrez bien qu'on vous la charge. Professeur Souleymane Mboup, je vous laisse la parole. Bien, bonjour tout le monde. D'abord, je voudrais remercier les organisateurs pour l'honneur qui nous est fait de présider cette importante cérémonie sur les innovations. Je pense que la pandémie du Covid a vraiment montré la nécessité de ces innovations, surtout en matière de santé, innovations qui devraient permettre de créer de nouveaux produits pour améliorer justement beaucoup d'aspects sur la santé, sur le commerce, et nous allons voir ça au fur et à mesure des présentations. J'ai été choisi et je me demandais au départ pourquoi cette session, moi, sur les innovations. Mais finalement, je crois que les organisateurs ont eu raison. Je vais juste donner un exemple. Nous venons de créer dans mon institut, qui est l'IRSF, un département justement d'innovation avec une université sénégalaise, mais qui est américaine, qui s'appelle DAOS, Dakar University of Science Technology, et IRSF. Et nous le créé, donc c'est un département des innovations, surtout dans les technologies sur la santé globale, de manière générale. Et ce sont des étudiants qui sont installés à DAOS, mais qui viennent travailler avec les biologistes pour innover. Et c'est depuis quelques mois, et nous avons déjà des produits. Un des premiers produits, c'est un drone pour améliorer le transport des échantillons, mais avec justement tout ce qui est matériel de transport, de réfrigération.
Bon, un deuxième produit, c'est concernant les technologies microfluidiques. L'autre technologie que nous avons, c'est la robotique, justement pour automatiser certains aspects. Et il y a d'autres technologies sur, par exemple, la médecine personnalisée avec la télémédecine, mais qui est fait devant juste, avant c'était un miroir où la dame se met quand elle est enceinte et ça lui permet d'avoir tous les examens et de discuter avec le médecin. C'est dire simplement que le choix a été très bien fait. Mais je voudrais juste commencer, comme nous avons commencé un peu tard et que ceux qui présentent sont déjà connectés, nous allons leur donner la primeur et ensuite nous allons terminer par la session. Donc, j'aurai besoin de votre aide pour justement permettre à ceux qui sont connectés de présenter en premier. Donc, nous allons donner la parole au docteur Modrek Chibi, c'est bien ça? Voilà, qui est titulaire d'un doctorat en biotechnologie médicale et qui occupe le poste de conseiller régional pour l'innovation au bureau régional de l'OMS pour l'Afrique à Brazzaville. Vous pouvez lancer la... Thank you very much, co-moderator. I must also indicate from our end that the English translation is not working very well. So everything is in French. Without really spending much time, we do have really great panelists. Sorry? On peut vous poser des questions, notamment concernant l'approche stratégique. Yeah, and the connection is also not that good. Okay, so can I go ahead and pose the question to one of our panelists, Dr. Osamo Kuni, who is the CEO and Executive Director of the Global Health Innovative Technology Fund, GHIT, and you may correct me if that was mistranslated. But the question to you, Dr. Osamo, is sorry, what strategic... Dr. Peter Piot has to leave early, so if possible, maybe Peter can start and give us some words, and I can. Oh yes, yes. No, that's perfectly fine. And yeah, Prof. Piot, yeah, thank you so much for being part of this this panel, and it's really my privilege to be also asking you this important question. I've been following your work for years, and I've heard a lot of amazing work that you've been doing through my also regional director, Dr. Moeti. So after a long and very fruitful career, one at the United Nations and also a career at the highest level in European universities, you are today the special advisor, special health advisor to the president of the European Commission. Probably people would really want to know what role has innovation played in global health, as well as in your own experience, and how does European Union work with Africa to stimulate research and innovation? And finally, what place does universal health coverage hold in all that? Thank you, Dr. Chibi, and thank you, Assam, for alerting that. And I'm very sorry that I have to leave, but I have to chair something else, which people will be attending. And c'est un plaisir, Suleiman, de parler dans ce panel sous votre présidence. Est-ce que ça va si je parle en français? Je ne sais pas quelle... Oui, la traduction marche. It's fine. D'accord, it's fine, thank you.
Donc, je suis très heureux de participer, mais j'aurais bien voulu être là. Mais justement, à l'Union européenne, il y a le premier anniversaire de la nouvelle organisation ERA qui s'occupe de la riposte et la préparation aux épidémies. Bon, comme j'ai passé pas mal de ma carrière dans la lutte contre le sida, comme le professeur Souleymane Mboup, et je dois dire que l'innovation a fait toute la différence. Quand on a commencé dans les années 80, et pour à peu près 20 ans, le sida était la peine de mort si on était infecté. Et c'est grâce à la découverte et le développement de produits antirétroviraux qu'on a pu sauver des millions de vies. Le problème était le prix et que ça a pris assez longtemps, à peu près 5 ans, pour que ces produits puissent être utilisés en Afrique. Mais le Sénégal avait l'honneur et le courage d'être en fait le premier pays où l'État a financé l'accès au traitement. Il y a bien sûr les vaccins contre pas seulement le Covid, mais contre les maladies infantiles. On l'oublie trop facilement. Sans ces vaccins qu'on a eus comme enfants, pas mal d'entre nous ne seraient pas là. Et donc, ça doit continuer. Ça aussi, c'est l'innovation. Et maintenant, on a des technologies. Et c'est là que, en fait, le problème est, encore une fois, est l'accès et faire pour que tout le monde ait accès à ça. Troisièmement, dans le domaine du diagnostic, pensons par exemple le diagnostic du paludisme, la malaria. Maintenant, on a des tests rapides qui aident à vraiment poser un diagnostic, même au niveau décentralisé, auprès du patient. Et ça deviendra de plus en plus important quand l'incidence du paludisme baisse, mais aussi avec le développement de la résistance. Et puis, il y a aussi, dernièrement, c'est l'innovation digitale, mais je sais que comme Christophe Ben est mieux placé que moi pour en parler, mais je crois que là, ça va être un outil très important aussi pour la question du manque de main-d'œuvre et de ressources humaines pour la santé. Et donc, mais je suppose que Christophe a parlé de ça. Et on a des organisations qui sont vraiment axées sur cette innovation en maladie, en santé mondiale. Nous avons le plaisir d'avoir le directeur exécutif de GHIT avec nous. Et j'ai l'honneur d'être le vice-président du conseil là et qui se concentre sur les maladies négligées, NTDs, et a fait énormément de progrès. Je sais aussi que Richard Tatchett, le président de CEPI, participe au forum Gallien et CEPI est vraiment pour l'innovation en maladie mondiale, mais se concentrant sur les vaccins. En termes de l'Union européenne, bon, on vient de lancer la semaine passée la stratégie de l'Union européenne pour la santé mondiale, et c'est la première fois que ça se fait, et ça a été développé en partenariat avec surtout des institutions africaines et aussi la société civile. Et les points principaux, c'est qu'il s'agit d'un partenariat et pas de quelqu'un qui va dire ce que doivent faire les autres. Les principes d'équité sont là, le principe de One Health, donc on combine pas seulement la santé humaine, mais aussi des animaux et l'environnement. Avec le changement climatique, ça devient très important. Et la couverture sanitaire universelle est un des objectifs les plus importants. L'Union européenne a un mécanisme comme EDCTP. C'est un mécanisme qui existe depuis, je crois, 20 ans maintenant presque,
pour stimuler et financer des études, surtout cliniques, en partenariat avec des institutions africaines. Et je crois que ça vient vraiment renforcer les capacités. On a aussi un budget de plus d'1 milliard d'euros pour la production, la fabrication de vaccins et d'autres médicaments en Afrique, et dont a bénéficié déjà le Sénégal, mais aussi d'autres pays comme le Rwanda et l'Afrique du Sud. Et pour conclure, je devais dire que il y a de plus en plus une approche de Team Europe dans l'équipe Europe, avec pas seulement la Commission européenne, mais aussi les autres pays européens. Et il y a un changement, je pense aussi, d'approche, là où à la Commission européenne, avant la division qui s'occupait, la direction générale de la coopération, ça s'appelait coopération au développement, et maintenant c'est International Partnerships. Je crois que ça reflète un changement d'approche. Voilà, je m'arrête ici, et encore une fois, désolé que je ne peux pas rester jusqu'à la fin, et encore une fois, félicitations pour le panel et pour la journée, le forum scientifique du Forum Galien. Merci beaucoup. Thank you so much, Prof. Thank you so much for this comprehensive. Merci beaucoup. I think this you have really highlighted important points to say. One Health approach is really key, and leveraging both the regional and international partnership is also the way to go, especially if you want to expand the manufacturing capacity, R&D, and manufacturing capacity on the continent. And this is really, really key. So I want to go back to Dr. Osama. As the CEO of GHIT, I think this really links very well with what Prof has just alluded to. As a key strategic partner, what strategic approach, is the organization really developing to stimulate technological innovation in Africa? And what sort of opportunities and obstacles that you are confronting? And maybe you can share that using concrete examples, especially of your work in Africa. Over to you, Doc. Okay, thank you very much for the invitation. And my apologies for not being there in person. But my colleague, Dr. Isaac Chikwanha, is in the room in person to represent our organization, Global Health Innovative Technology Fund, called GHIT. So GHIT was founded almost 10 years ago. We have a unique public-private partnership structure where our funders come from 3 different sectors: government, foundations such as Gates and Wellcome, and private sector, including pharmaceutical companies. We give grants to research and development of new products, such as vaccines, drugs, and diagnostics to fight against malaria, tuberculosis, and neglected tropical diseases, which affect mainly poor people in low and middle-income countries. We bring Japanese technologies through global partnership to the people neglected in the world. The theme of this year's Galien Forum Africa is accelerating Africa's move toward universal health coverage. People need to have equitable access to good quality, affordable health technologies and products, and no one should not be left behind under our global target of universal health coverage. There are still lots of diseases which has no vaccine, rapid diagnostics, or effective therapeutics. We need more innovation and better technologies to save lives and promote health in Africa. We, GHIT, wants to contribute to this acceleration of Africa's move toward the UHC. For our next strategic plan, one of the key strategic objectives is to continue to strengthen our partnership with low middle income countries
based research and development institutions, particularly in Africa. This will not only facilitate the creation of a network of innovations research hubs, but also brings us closer to where the needs and gaps are and will guide us to develop need-driven research agenda. It will also bring Japanese and African researchers and innovators closer together so we can develop tools that will affect the needs on the African continent and pave the way for a smooth end-to-end innovation ecosystem. The COVID pandemic has exposed the opportunities and capabilities of Africa to take the lead in responding to global health threat. A good example is what Institut Pasteur de Dakar has done in expanding its vaccine manufacturing and research and development capacity, and in the way in which they became the first African-based producer and supplier of a COVID rapid diagnostic test in the middle of the pandemic. As GHIT, we see the opportunity to leverage Japanese innovation technologies and funding to come in and support this drive toward continental, regional, and even national resilience. GHIT already exploring these opportunities, and we are in advanced discussion with this Institut Pasteur de Dakar to see how we can work together on research and development and manufacturing of low-cost diagnostics, as well as for vaccines in collaboration with other organizations. In addition to my capacity of GHIT, I am appointed as chair of the working group of G7 task force in Japan. Next year, Japan will host G7 summit in Hiroshima, and this task force and working groups will submit some recommendations to Japanese government for setting G7 agenda and agreeing on some actions. Those recommendations are still under discussion, but one of the potential recommendations is G7 countries' support to strengthen regional capacity of future pandemic prevention, preparedness, and response, including research and development, manufacturing of new products in Africa. So it would be a great opportunity for Africa. As for obstacles, the distance between Japan and Africa might be the one. Compared to Europe, Japan may be perceived as somewhere very far. However, the pandemic made us realize that we are in fact not that far apart at all, and that information technology is bringing us much closer. Any issues you have are our issues as well, especially in the field of infectious diseases. 3 events like this, as well as attending conferences, such as the International Conference on Public Health in Africa next week, we continue to engage and maintain visibility and relevance so that we can continue to find our solution together. Over to you. Domo arigato gozaimasu. I'm simply saying thank you so much. This was really comprehensive. Thank you very much. And I am very happy that you're really focusing on building capacity on the African continent, and the emerging partnership with the Institut Pasteur in Dakar. It's really something that is giving smiles to everyone, not only in Senegal. And this is exactly what we want to see in the next 5-10 years. Africa really expanding its own R&D and manufacturing capacity on the continent. And COVID-19 has really gave us that awakening call. And we really need to be in that emergence mode to make sure that capacity is established on the continent. I want to give the floor back to my co-moderator to also ask questions to the subsequent panelists. Over to you, my co-moderator. Essayez de finir avec la dernière série en ligne et ensuite ce sera peut-être beaucoup plus simple quand on sera dans
bon, je pourrais dire le monde réel, sans cette technologie dont nous avons besoin. Donc, le prochain speaker sera M. Christophe Ben, qui est MD, MPH, directeur de Global Health Diplomacy. So, M. Ben, vous avez organisé à plusieurs reprises World Health Summit, des panels sur la santé et l'innovation. D'où vous vient cette motivation? Quelle est votre expérience professionnelle et personnelle? Vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. And I will speak in English, but thank you so much for this kind invitation and for the brilliant panel and discussion. You're right. At the recent World Health Summit, I moderated and managed a session called Closing the Digital Divide, More and Better Funding for the Digital Transformation for Health. But let me give you a little bit of a background, why we organized this session. I think we are all convinced that the digital transformation has a huge potential towards universal health coverage. In fact, I'm absolutely convinced that without, the digital technology and this transformation, we will not achieve the Sustainable Development Goals and not achieve universal health coverage in many countries around the world. It is an essential accelerator towards UHC and SDG 3. However, it will not happen automatically. A lot of preconditions will need to be met, and the actual kind of digital technology might not even be the most important one. We already have fantastic technologies that are already doing a great job and are very, very helpful. But the key question is, how do we provide access to these technologies to those who need it more? The kind of, health professionals in remote areas in many countries, the people, so that they can use, also the cell phone technology. These are the critical questions that we need to solve on top of having the actual technologies, at hand. And I would mention just a few elements that are very critical. We need legislative frameworks at the national level, particularly on generating, managing, storing data, because data governance will be an absolutely critical element for implementing this digital transformation. We need international guidelines. We need benchmarks and standards so that we know what works and what doesn't, that there is an evidence-based. We need capacity building, a very, very critical element. Peter already mentioned that, very often when you have the technologies, you need to build the capacity so that it can be utilized. But in the end, you also need funding. And without investments in digital technologies and capacity building, we will not, leverage this potential of digital transformation. And it is my personal and professional experience of having managed many replenishments for the Global Fund to fight AIDS, tuberculosis, and malaria, and for other international organizations, that without a proper and convincing investment case, investments will not be made into even a very worthy cause. Now you have investment cases for AIDS, TB, malaria, vaccines, and many other issues in global health, but there is no investment case for digital health and digital transformation. And that's why the network Transform Health, Health for All in the Digital Age, where I serve currently as president, took it upon themselves to develop a conceptual framework for these investments, because I think we all need a guide, what is it that we should invest in? What does it cost? And these are the informations that we really need. We've been working very, very closely with WHO at all levels. They have been part of the working groups and, very much supported that. And we have been working with many partners, particularly in Africa. And I'm very pleased also today that, we have Speak Up Africa also, in this session. And, Speak Up Africa was an essential partner. Baobab Institute in Senegal, we had particularly strong relations in Senegal, but across the continent also through the network HELINA. So they all contributed to this conceptual framework that we presented at the World Health Summit in Berlin. And in brief, we have, a couple of recommendations that we presented that are in our report that is, available to all of you. One is, of course, we need more investments from domestic and international sources, and they are not prohibitively large. We estimated, based on many country strategies, that 2.5 billion will be required per year to really implement the digital transformation. But 2/3 of that, 1.5 billion, are already there, from domestic investments. So probably it's about 1 billion from the international community. And even there,
A lot of these investments are already being made also by the private sector, by international organizations, but they might not be directed, where it's needed most and where it can have the most impact. So more than investments, we also need better coordinated and aligned investments. That is a very important point. And finally, we need very much costed national strategies. We analyzed all existing strategies of countries, particularly in Africa. Some countries have good costed national strategies, some have e-health strategies, but some of them are outdated or not even costed. So that is a very, very important small investment that needs to be made so that countries develop these costed strategies and roadmaps. And then I'm sure it will be possible to combine domestic and international resources to really make digital transformation a reality. And then it can indeed be the critical tool, I would say, because without that, we can also increase the digital divide. If we do not consciously invest in that and build the capacity, we might increase the divide, and many people will be left behind because they don't have the access, and not only the kind of coverage, cell phone coverage, but more than that, the tools to use this connectivity in the best possible way for their health systems and for their personal health care. So that is what we have to make sure, that we close this digital divide through all these elements that I mentioned, but also through moderate investments that can be made. And then it can indeed be the accelerator towards achieving universal health coverage by 2030. Thank you so much. Au débat. Donc, nous allons commencer par le docteur Adam Selemnia. Docteur Selemnia, vous êtes Digital Health Entrepreneur en France-Luxembourg, avec COVID-19 qui a stimulé l'innovation dans le domaine de la santé en Afrique. Et cette innovation pour l'OMS a servi de catalyseur au développement de plus de 120 innovations technologiques en matière de santé qui ont été pilotées et adoptées en Afrique. Pouvez-vous nous dire dans quelle mesure ces innovations technologiques permettent d'améliorer la santé des populations et d'accélérer la marche de l'Afrique? Et aussi, quelle place pour la transformation digitale qui a été l'agenda du Forum des jeunes il y a quelques jours? Vous avez la parole. Tout d'abord, chère honorable Assemblée, frères et sœurs de la Teranga, permettez-moi de vous saluer, d'adresser mes remerciements à Madame la ministre d'État, professeure Awa Marie-Kolsek, pour son invitation à partager avec vous quelques réflexions sur ce sujet qui représente un défi non seulement pour le continent africain, mais aussi ailleurs, les crises récentes, comme ça a été rappelé, ayant ébranlé de nombreux systèmes de santé, y compris dans des pays avancés qui prenaient pour acquis la CSU. La CSU n'est pas seulement un but, mais un processus en constante évolution. Il se pourrait que l'Afrique puisse inspirer de nouveaux modèles plus résilients, reposant sur l'accès aux technologies, la formation, la sécurité, l'interopérabilité ou la soutenabilité. Le parcours de cette courte intervention, je n'ai que 8 minutes, reposera sur 4 piliers fondamentaux qui sont à prendre en considération pour bien réussir le mouvement vers la généralisation de la couverture sanitaire universelle, ces 4 piliers étant l'exponentialité, la fluidité, la convergence et la complémentarité. Sur l'exponentialité, donc la capacité à améliorer la couverture santé universelle ne peut être réalisée qu'avec une seule technologie, et il faut comprendre que c'est une combinaison de technologies qu'il s'agit d'agencer et d'utiliser correctement pour qu'elles produisent les effets attendus. Cependant, au vu de l'urgence nécessaire pour qu'elles produisent les effets attendus, il n'est pas logique de penser croissance linéaire, mais croissance exponentielle. Et les technologies qui ont une dimension numérique sont en première ligne, notamment du fait qu'elles ont pénétré aujourd'hui les foyers au même titre que l'électricité et l'eau, et parfois même avant ces derniers. Comme le rappelait le docteur Ray Kurzweil, un des grands cerveaux de chez Google, et son acolyte Peter Diamandis avec son concept des 6D sur la croissance exponentielle. Donc les 6D, la digitalisation des technologies est dans un premier temps décevante, puis elle atteint un niveau disruptif. Celles qui ont le potentiel de croissance exponentielle sont dématérialisées, démonétisées, démocratisées. Il faudrait rajouter aujourd'hui décentralisées. Donc premier pilier, l'exponentialité des technologies pour rattraper notre retard en matière de CSU, mais aussi pour s'adapter aux transitions démographiques et épidémiologiques à l'œuvre sur le continent. Deuxième pilier, la fluidité. Donc, la pandémie Covid-19, au-delà du terrible bilan sanitaire,
a été un grand accélérateur de l'utilisation des technologies innovantes. Et on a vu dans de nombreux pays en Afrique des initiatives en matière de production d'équipements, de suivi et de prédiction des populations et des clusters, notamment grâce aux technologies mobiles. De fait, en réponse à ces ravages humains et économiques de la pandémie de la COVID-19, des pays sont ressortis plus vigoureux en matière d'innovation, comme le montre l'indice mondial d'innovation paru en 2021 et qui montrait 7 pays africains classés parmi les premiers. Alors certes, ce n'est pas beaucoup par rapport à l'Asie et l'Europe, mais nous sommes en progression. Alors, si un nombre d'applications mobiles sont le fait d'individus intelligents ou de jeunes startups, un grand nombre de ces technologies, il faut le rappeler, proviennent de centres de recherche d'excellence. Et donc, en mettant ces centres de recherche au centre de la réflexion et en leur donnant les moyens substantiels de s'équiper et de retenir les meilleurs éléments, l'Afrique est en mesure de produire, comme on l'a vu là avec le professeur Soleiman et la Daoust, de produire des innovations dont elle a besoin. Donc, deuxième pilier, la fluidité entre les mondes académiques et industriels pour raccourcir le temps d'accès des technologies vers les patients. Troisième pilier, la convergence. Donc, la COVID-19 a permis de prendre conscience de passer des systèmes nationaux cloisonnés à des systèmes internationaux et aujourd'hui à un système global, dit Global Health. Cependant, la crise climatique qui touche durement le continent africain nous rappelle aussi que la santé n'est pas uniquement le fait de la médecine, mais c'est aussi le fait de l'alimentation, de l'accès à l'eau, à un air et plus largement à un environnement, pour ne pas dire un écosystème naturel plus sain et enfin une société saine, juste et équitable. L'incroyable essor des AgTech, des technologies de l'agriculture, des Clean Tech, des technologies propres, ou des Legal Tech, technologies dans le réglementaire, sont de véritables accélérateurs de la santé des populations et doivent être pris également en compte. Monitorer la prise effective d'un comprimé si on n'a pas accès à une eau saine est une utilisation vaine. Aussi, il faut penser en termes de One Health, en termes de santé unifiée. Donc, troisième pilier, la convergence des technologies et des autres dimensions du One Health. Je reprends l'exemple du professeur Soleiman avec les drones qui livrent des médicaments, mais qui peuvent servir aussi dans le domaine de l'agriculture. Enfin, et dernier pilier, la complémentarité. J'ai récemment rejoint une initiative globale appelée Movement Health 2030 qui a fait sienne l'objectif des Nations Unies de réduction d'un tiers de la mortalité prématurée à l'horizon 2030. Et après analyse, il a été constaté que de nombreux systèmes dans le monde partageaient des mêmes défis. À titre d'exemple, les maladies chroniques représentent aujourd'hui plus de 70% des décès dans le monde et les 3/4 se produisent dans les pays à faible ou à moyen revenu. Dans un article récent publié dans le Journal of Global Health, des équipes de l'OMS Afrique ont analysé 681 interventions en santé numérique. Il ressortait que plus de 80% se concentraient sur la délivrance du soin, 92% s'adressaient aux établissements de santé et avec une proportion très importante de solutions similaires d'un pays à un autre. Et cet article, en fait, a révélé, ou ce qu'il a appelé le chaos numérique, en l'absence de mécanismes de coordination, d'intégration, de scalabilité ou encore de distribution équitable des investissements. Les barrières à l'entrée pour réaliser aujourd'hui un pilote numérique sont de plus en plus faibles. Et on a vu naître une profusion de solutions développées, parfois en totale déconnexion avec le monde de la santé et pourtant attirant des investissements. Donc cet article a rappelé donc la nécessité d'appliquer les principes de l'alignement des grands bailleurs de fonds sur les stratégies nationales de santé numérique, lancées en 2018 au sommet de Berlin. Et donc quatrième et dernier pilier, la complémentarité entre les politiques nationales et supranationales pour éviter le chaos numérique. Donc les critères... Ces piliers constituent des fondamentaux sur lesquels reposent les facteurs clés de succès pour l'extension de la CSU, qui sont une stratégie claire des gouvernements, un financement des ressources adéquates, un leadership, le soutien des acteurs de soins, une communication efficace vers le public et surtout la mesure et l'évaluation de l'impact des technologies sur les soins. Il me reste 2 minutes pour répondre à la deuxième question, donc sur la place de la transformation digitale. Je vais essayer de la faire en 3 points et rapidement. Donc la première, c'est la formation. L'OMS a conceptualisé il y a une vingtaine d'années le médecin 5 étoiles, un soignant, un décideur, un communicant, un leader à l'échelle communautaire et un gestionnaire. Il faut lui en rajouter une 7e, ou une 6e, pardon, aujourd'hui, celle du médecin technologique. Et il faut former le médecin, évidemment, mais également le personnel paramédical et administratif. Mais pour la première fois, s'agissant des jeunes, on a un changement de la pyramide des âges entre le formateur et le formé. Et c'est bien eux qui formeront les anciens. Et c'est un total changement de paradigme au sein d'un hôpital, ça je peux vous le dire. Deuxième plan, c'est celui de la prise de conscience du surplus cognitif. Il est utile de rappeler que la jeunesse africaine qu'aujourd'hui constitue aujourd'hui un formidable réservoir cognitif
et énergétique. Ce surplus cognitif, il doit être utilisé à rendre les PME africaines plus efficientes et compétitives à l'échelle nationale, internationale. Mais compétitif, ça ne veut pas dire une course au plus bas et au mieux offrant entre les pays africains. Mais arriver à standardiser le prix de la compétence africaine. On voit aujourd'hui des grandes sociétés américaines qui veulent travailler en remote, totalement remote, et qui sont capables d'offrir des postes payés de la même façon, équivalente qu'on soit à San Diego, Dakar, Kinshasa ou Johannesburg. C'est un vrai changement. Enfin, le troisième et le dernier point, c'est sur le plan du leadership et de la gouvernance. Il faut une vraie culture de la gouvernance et du leadership. Si le personnel soignant, lui, est incontestable dans la prescription des soins en matière de communication, il faut quand même qu'il s'associe à d'autres relais efficaces. Et la mise en place de passerelles avec le monde de la santé, du sport, des arts ou encore des technologies constitue un puissant vecteur de transformation. Enfin, il faut envoyer le signal aux jeunes qu'il est possible de travailler sur ce sujet et ne pas créer d'autocensure qui risque de faire passer à côté d'opportunités de transformation à fort potentiel de développement. Et certaines régions, il faut le rappeler, rêveraient de voir des générations de jeunes leaders changer le monde. Et elles savent très bien combien cette ressource est précieuse. Je vous remercie. Voilà, M. Adam, je vois que c'est l'innovation qui vous permet de tenir dans les délais et de répondre à ces deux questions sur vraiment l'évolution de ces innovations en Afrique et surtout la place des jeunes. Merci beaucoup. L'avantage, c'est qu'on a sous la main au moins les speakers. Donc, rien qu'en les regardant, je crois qu'ils vont comprendre les messages. Et c'est le tour de Mme Yacine Dibo. Madame Yacine Dibo, vous êtes CEO et fondatrice de Speak Up Africa, créée pour trouver une solution aux problèmes les plus complexes auxquels sont confrontées les populations africaines et dans le domaine de la santé. Vous fournissez aux dirigeants et citoyens africains des outils concrets pour lutter contre le paludisme, les maladies tropicales négligées et pour améliorer l'assainissement, sauver des vies et d'améliorer les conditions. La première question est la place que vous avez donnée à l'innovation dans vos stratégies et votre soutien aux populations. Et pour la deuxième question, c'est les innovations technologiques qui permettent de mener vos actions en direction de ces innovations en Afrique. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci à tous donc, de nous permettre d'avoir l'opportunité aujourd'hui de partager notre vision au niveau de Speak Up Africa par rapport à la place de l'innovation dans le cadre de la couverture sanitaire universelle. Pour nous, l'innovation est primordiale. Et c'est vrai qu'une organisation de plaidoyer comme la nôtre, c'est pas tous les jours qu'on se retrouve dans ce genre de forum, mais l'objectif pour nous est vraiment de pouvoir mettre en place l'environnement favorable, donc les politiques qui sont nécessaires pour pouvoir justement avoir l'environnement qui permet donc la recherche et le développement et qui permet également l'innovation technologique. Pour nous aussi, il est important de pouvoir faire le plaidoyer pour le financement. Nous savons aujourd'hui que 42 ans après l'adoption du plan d'action de Lagos, où on devait mettre 1% du PIB pour la recherche et le développement, nous sommes encore loin de cet objectif. Donc pour nous, à Speak Up Africa, nous travaillons avec les pouvoirs publics, le secteur privé, la société civile, les différents partenaires pour faire un plaidoyer pour pouvoir augmenter les ressources qui permettront aux différents innovateurs et aux différents instituts de recherche et autres de vraiment pouvoir mettre de l'avant des nouvelles technologies. Nous travaillons également pour pouvoir célébrer le leadership et la jeunesse et l'entrepreneuriat et le leadership des jeunes. Nous avons mis en place justement lors du dernier Forum Galien Afrique le prix des jeunes innovateurs africains pour la santé avec la Fédération internationale des sociétés pharmaceutiques et nous avons pu voir le degré d'innovation à travers le continent africain et nous avons eu donc plus de 300 jeunes qui ont appliqué pour ce prix et ce prix était non seulement de pouvoir donner des financements à ces jeunes mais également de pouvoir leur donner accès à un réseau, de pouvoir leur donner de la formation en communication stratégique, de pouvoir leur donner une formation sur la propriété intellectuelle et finalement de pouvoir
les accompagner avec un programme de mentorat pour pouvoir justement passer leur innovation à l'échelle. Néanmoins, un constat qu'on a pu voir qui a été sans appel était le nombre limité de femmes dans le secteur. Et aujourd'hui, je vois que même dans ce panel, je suis la seule femme qui est représentée. Donc, c'est vraiment un problème que nous avons. Et au niveau de Speak Up Africa, on est en train de travailler avec différents partenaires pour mettre en place un mouvement qui s'appelle African Women in Digital Health, donc les femmes africaines dans la santé digitale, pour vraiment voir comment est-ce qu'on peut avoir davantage de représentation, regarder un peu quels sont les défis qui font que les femmes n'arrivent pas à avoir le niveau de représentation et de pouvoir être partie prenante des processus. Et dans le cadre du prix des jeunes innovateurs africains pour la santé, ce que nous avons fait, c'est que nous avons lancé un incubateur justement pour travailler avec les 3 femmes. Donc, sur les 15 qui avaient été shortlistées des 300, il n'y en a que 3 qui étaient des femmes. Et sur ces 3 femmes, il n'y en avait aucune dans les 3 premiers. Donc, vraiment, par rapport à l'incubateur, donc on a essayé de voir comment est-ce qu'on pouvait travailler avec elles pour pouvoir justement leur permettre de développer leur innovation. Et on a eu la chance, lors du Forum des jeunes, d'avoir l'une d'elles entre nous, donc une jeune docteure de 28 ans, donc qui a lancé une initiative au Rwanda, et donc qui donne une plateforme digitale qui permet aux femmes, aux jeunes filles, aux couples de pouvoir avoir accès à des médicaments, enfin à des informations sur la santé. Nous travaillons également, donc au niveau de Speak Up Africa, à célébrer et à mettre de l'avant les voix africaines de la science, comme on les appelle, et c'est vraiment l'expertise africaine auquel on essaie de donner de la voix et des plateformes qui permettent justement à tous ces scientifiques, toutes ces expertises que nous avons au niveau local de s'exprimer. Parce qu'on voit souvent que le dialogue est en grande partie anglophone et un dialogue qui vient du Nord. Et nous, on veut changer cette dynamique au niveau de Speak Up Africa et vraiment mettre de l'avant cette expertise africaine. Et donc, au niveau de Speak Up Africa, c'est un peu le modèle qu'on a eu à adopter et on travaille beaucoup avec la société civile parce qu'on pense aussi que la société civile a une place importante, non seulement la société civile dans son ensemble, mais les organisations de femmes, les organisations de jeunes, pour vraiment pouvoir leur montrer ce qui est possible pour eux et pouvoir leur donner accès à toutes les plateformes existantes pour pouvoir justement développer des innovations et faire partie justement de cette communauté scientifique tellement experte que nous avons, parce que je pense que toutes les ressources sont là, mais parfois les jeunes n'arrivent pas à voir la route qui va leur mener à pouvoir donc s'exprimer dans ce sens-là. Donc aujourd'hui, pour nous, c'est en termes de comment est-ce qu'on voit la deuxième question que vous nous avez posée. Je pense que la création des partenariats est primordiale. Le docteur Ben tout à l'heure a parlé de Transform Health et le cas d'investissement. Je pense que c'est important qu'on puisse tous travailler en partenariat et chacun d'entre nous a la place autour de la table, donc qu'on puisse continuer à voir les mécanismes à mettre en place pour créer ces passerelles, améliorer les solutions qui répondent aux besoins des communautés, mettre les gens au centre de la solution. Je pense qu'on le dit souvent, mais ce n'est pas toujours dans la pratique mis en place. Donc, pour nous, c'est important d'avoir cette solution basée sur les communautés et de pouvoir travailler avec eux pour trouver des solutions qui répondent aux problèmes qu'ils ont. Parce que souvent, quand on parle d'innovation technologique, c'est quand même très complexe et n'est pas forcément le besoin que ces communautés ont. Et finalement, donc, je pense que le dernier point, c'est vraiment de pouvoir nous assurer qu'on touche à toutes les communautés les plus vulnérables, les plus lointaines, et qu'on puisse justement trouver les voies et moyens de pouvoir toucher tout un chacun à travers justement les outils technologiques que nous avons à disposition pour pouvoir leur permettre de pouvoir avoir une vie saine et productive. Donc voilà un peu en quelques mots ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui et merci encore donc, pour cette opportunité. Merci. Il n'y a qu'une femme dans le panel, mais je ne fais pas de commentaires. Je crois qu'elle est l'équivalent de tous les hommes qui sont dans le panel. Et merci aussi, on a bien entendu le plaidoyer. Je voulais vous rassurer juste en disant qu'en tout cas, nous, dans notre initiative que j'ai élaborée tout à l'heure, forcément, tous les projets sont
disons, menée par des binômes hommes-femmes. Et je dois même avouer que les leaders souvent sont les femmes. Donc, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Je crois qu'on se verra peut-être après pour pouvoir voir comment mieux collaborer. Enfin, le dernier, c'est le professeur Gallo. Professeur Gallo, la technologie médicale, et je sais quelle est son importance pour vous, a un rôle important pour garantir les meilleures options et mesures afin de résoudre les problèmes de santé les plus importants. Est-ce que vous l'avez intégré dans votre politique de recherche et quelles sont les incitations à l'innovation préconisées dans votre département? Vous avez la parole. Mon département, je suis comme ouvrier, un soldat qui ont dans la fonction de directeur général de la recherche et de l'innovation au sein du ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Je suis un serviteur qui est un produit de cette communauté, étant moi-même universitaire et chercheur. Je le disais le jour, je ne suis pas dans un monde virtuel. Je suis d'abord et surtout chercheur, enseignant et médecin dans le domaine des neurosciences. Je suis invité ici pour partager peut-être une vision et des approches d'ordre politique et organisationnel relatives à la recherche, donc à des trouvailles qui vont induire de la transformation, et c'est ça l'innovation. On ne peut pas détacher l'innovation au résultat de la recherche. La question qui est posée, je considère que c'est une question un peu piège et très bateau. Pourquoi on focus sur le CSU? Il n'y a pas de CSU s'il n'y a pas une politique de recherche en santé. C'est ça le fondement de base. Santé en termes de global health. Et ça, la pandémie, dès le début, vous l'avez vécu, professeur Mbou, a donné un éclairage extraordinaire dans tous les pays du monde du rôle et de la place des acteurs de la santé, des chercheurs, ou les gouvernements au monde, y compris dans les pays les plus puissants, une fois, ont été absolument dépendants de ce que leur disaient les virologues, les médecins, les santé publiques et autres. Nous sommes sentis absolument valorisés, reconnus et pour une fois totalement respectés. Parce que rien n'est possible, rien n'est envisageable. Il n'y a pas de développement envisageable si les gens ne sont pas en bonne santé physique et mentale. Ce n'est pas possible. Et ça a généré un certain nombre de révolutions et technologiques et un certain nombre d'approches qui ont replacé l'humain au centre des décisions et des actions. L'humain et son environnement physique, chimique, animal, les oiseaux et autres, on a reconnu ce rôle-là au domaine de la santé. Donc, ce sont les résultats des recherches en santé qui mettent à la disposition de l'objectif de la couverture santé universelle de diagnostic, ok? Vous l'avez cité, recueillir des prélèvements par des nouvelles technologies, telles des drones ou autres, diagnostiquer un mal grâce au numérique, grâce à X, Y ou Z,
et aussi de rendre disponibles les moyens de traiter un mal par les moyens les plus efficaces et les moins nocifs. Moi, c'est à ça que je pense quand on parle de couverture sanitaire universelle. Alors, donc c'est la recherche en santé. D'abord, sur les déterminants de la santé. OK? Quelle est la place de la biologie humaine et de la génétique dans le déterminisme des maladies? Quelle est la place des environnements, y compris les environnements économiques ou les environnements climatiques et leur bouleversement sur le déterminisme de la maladie? Quelle est la place des failles et des défauts des systèmes de santé sur le déterminisme de la maladie, de la morbidité et de la mortalité des humains? Quelle est la place de l'économie individuelle et familiale dans le déterminisme des pronostics et de la mortalité liée aux maladies? Existe-t-il une répartition équitable, juste sur le plan géographique et des ressources humaines et des ressources infrastructurelles et des ressources matérielles et des ressources médicamenteuses pour lutter contre telle ou telle maladie? Donc, il n'y a pas une politique de recherche uniquement dédiée à la couverture sanitaire universelle. Il y a un certain nombre d'axes de recherche qui tournent autour de la santé dans toutes ces composantes, dont les résultats doivent servir à rendre disponible le diagnostic, le traitement et agir en titre préventif sur les déterminants des maladies. Dans ce cadre-là, ce qui est fait actuellement et qui est sur la table du gouvernement du Sénégal suite à une commande du président de la République, lui a été remis après 2 ans de diagnostic, de contact, d'échange avec tout le monde, y compris l'IRSF et tous. Il a fait la commande d'un plan stratégique national pour la recherche et l'innovation. Dans ce plan, existe un certain nombre d'organisations et de réorganisations, parmi lesquelles l'Observatoire One Health, qui va servir à rassembler tous les acteurs impliqués dans la santé pour une écoute beaucoup plus attentive, beaucoup plus respectueuse. L'hygiéniste, Pick Up Africa, l'OMS, la vendeuse de poissons, le pharmacien, dans le cadre d'observatoires simples, logiques et démocratiques, écouter quels sont les problèmes des gens, les mettre en contact avec les chercheurs, les universitaires et autres, afin que ceux-ci travaillent de manière concrète et efficace à la mise en place de solutions mesurables et directement impactant sur la santé des populations. Donc, ce document existe. Il devrait être implanté et démarrer sur les 10 prochaines années, 2023-2030. Quant à la deuxième chose qui a trait à quelles sont les incitations à l'innovation, en tout cas, c'est la question que nous avons reçue. Les incitations sont d'abord personnelles. J'ai l'habitude de dire à nos jeunes médecins, à nos jeunes chercheurs, il ne faut pas attendre l'État, il ne faut pas attendre les institutions pour oser entreprendre quelque chose. Professeur Mbou, vous en êtes un exemple vivant. Vous n'avez attendu personne après 35 années d'expérience pour dire je ne vais pas prendre ma retraite pour aller trouver une maison secondaire dans les îles Canaries. Je vais mobiliser le capital humain et d'expérience que j'ai. Je vais créer une institution qui s'appelle IRSF pour former le capital humain, aller capter les milliards de dollars et d'euros qui circulent à travers le monde et faire de la recherche directe. L'incitation est d'abord personnelle. Quand vous faites ça et que vous montrez aux décideurs et aux politiques, je ne sais pas quel est le meilleur mot en français, mais en wolof, bo amé jom, am fulla,
am fayda, dëgër fit, jub, quand vous allez voir le décideur, il sait que cette personne-là, il faut l'impulser. L'impulsion de l'État sera de mettre en place des infrastructures, de mettre en place un budget dédié. On sait tous que le budget des États pour la recherche dans le monde entier est faible et doit même rester minoritaire aux ressources qui doivent venir de plusieurs autres sources, y compris des investisseurs et des industriels qui sont prêts à mettre de l'argent à soutenir des équipes qui vont leur donner des solutions qui vont impacter et développer leur business. C'est aussi simple que ça. L'incitation, elle est aussi sur le plan politique, la mise en place de moyens d'organisation pour pousser les gens. Je voudrais rassurer Mme Dibo sur ce par quoi elle a fini, elle est la seule femme dans cette tribune tristement masculine, mais bon, c'est comme ça, on assume. Mais je vous donne l'assurance que dans les 10, 15 prochaines années, il y aura ici 3 dames et 1 homme. Je vous assure que, de manière concrète, pour ne pas donner l'impression de vous faire rêver, dans le domaine que le professeur Mboup et moi, nous connaissons le moins mal, qui est celui de la santé, de l'université et des facultés dédiées à la santé, depuis ces 15 dernières années, nos meilleurs étudiants sont des étudiantes. La majorité allant dans un rythme crescendo des majors, des concours les plus difficiles, à commencer par le concours de l'internat, ne sont plus des garçons, ce sont des jeunes filles, des jeunes dames. Le dernier concours d'agrégation de médecine, pharmacie et d'odontologie qui vient d'avoir lieu à Abidjan, la majorité et une bonne partie, je ne sais pas si c'est la majorité, mais en tout cas, il y a beaucoup de majors qui ont été des dames. Vous allez à la faculté de médecine, à l'époque du professeur Souleymane Mboup, je pense que l'une des rares dames de sa promotion, c'était le professeur Aoumari Kolsek, Mbaye Ndiaye. Je crois qu'on peut les compter sur les doigts d'une main. Dans ma génération, vous avez Seyne Bouba qui vous a fait l'ouverture et elle devait être peut-être une dizaine de dames. Vous allez à la faculté de médecine en 2022, vous allez avoir au moins 40%, voire je sais pas, la moitié, qui sont de brillantes étudiantes, qui ont toutes des mentions bien, très bien, qui ont choisi la voie de la santé via la faculté de médecine. Elles sont brillantes, elles sont polies, elles sont disciplinées, elles sont ponctuelles, elles gèrent mieux les fonds qu'on leur donne à gérer. Quand c'est des milliards de dollars, elles sont plus honnêtes, plus rigoureuses, plus non, mais je vous assure, je ne suis pas en train de vous charmer, mesdames, c'est trop tard. C'est trop tard. Je vous assure, et je le dis pour finir, dans les 10, 15 prochaines années, il n'y a même pas besoin de forcer en termes de genre, de machin, tout ça. Ça va venir naturellement parce que vous travaillez bien, vous gérez bien, vous administrez, vous êtes ambitieuse dans un mood très silence, très cool, très subtil, et vous êtes en train de prendre votre place qui est naturellement celle d'être nos compagnes. Je ne sais pas, on vous met à droite ou à gauche, mais en tout cas, sans vous, on ne peut pas avancer et le monde n'avancera pas. Merci beaucoup. Merci. Oui, merci, professeur Gallo. Je pense qu'on n'a pas besoin de plus de discussion. Malheureusement, le temps est assez limité, mais nous allons forcer pour vous donner la parole et permettre aux gens du panel et à ceux qui sont justement connectés de répondre. Bon, nous allons clignoter un peu sur le temps qui nous est donné. Donc, si vous pouvez, voilà, prendre quelques questions. C'était très, malheureusement, tellement intéressant, mais bon, nous sommes à la limite du temps. Pour que juste vous compreniez qu'on ne peut pas prendre beaucoup de questions. Allez-y. Merci beaucoup, professeur.
Donc, on commence par vous. Mesdames. OK. Voilà. Voilà, c'est une dame qui prend la parole. C'est le professeur Rokia Sanogo, ancien chercheur en pharmacie. Je m'interviens dans le domaine de la recherche sur la pharmacopée africaine. Je vais juste vous interrompre, et elle ne va pas le dire, mais moi je vais le dire. Le professeur Rokia Sanogo vient de recevoir le jeudi 1er décembre. C'était là, on était là, le maître d'œuvre au titre du ministère de l'Enseignement supérieur, le premier prix de la deuxième édition du prix Macky Sall pour la recherche. Le président Macky Sall a mis sur la table du Conseil africain et malgache 2 milliards de francs, des intérêts desquels sont tirés 100 millions, et c'est elle qui a gagné le premier prix qui lui a été remis par le président Macky Sall. Voilà, merci professeur. Et voilà, donc moi, c'est pour dire que dans le cadre de l'innovation, il est important au moins d'écouter la communauté pour les innovations traditionnelles, les innovations qui viennent de nos traditions et qui vont faire en sorte que nous pouvons améliorer. Et là, j'ai dit innovation, donc c'est ce que le professeur vient de rappeler. Et nous sommes sur les questions d'innovation issues de la pharmacopée africaine. Et le projet qui a eu le prix Macky Sall pour la recherche, c'est dans le cadre du programme thématique pharmacopée médecine traditionnelle du CAMES, le Conseil africain et malgache. Et le titre, c'est plateforme de recherche d'innovation pour la production et la commercialisation des médicaments à usage humain et vétérinaire issus de la pharmacopée africaine. Et donc, pour dire que face à la résilience économique de l'Afrique, la pharmacopée constitue une opportunité. Et donc, on va en discuter cet après-midi. Je voulais dire qu'à l'issue de ce projet, nous mentionne le président Macky Sall qui nous a doublé la mise lors de la remise de 1 milliard à 2 milliards. Et quand je recevais le prix, je me dis ceci, qu'il va falloir qu'en Afrique, on pense à constituer un fonds pour la production des produits issus de la pharmacopée, pour améliorer l'offre de soins et contribuer à la couverture sanitaire universelle. Et pour le faire également, la question de la femme, moi je pense qu'il y a lieu de mettre des mesures d'accompagnement spécifiques. Nous recevons beaucoup d'étudiantes intéressées à la recherche et à l'innovation, mais nous n'avons pas de moyens de les retenir. Donc, il va falloir instituer des fonds d'accompagnement pour repérer des filles intelligentes et les maintenir dans des secteurs spécifiques et pour les accompagner à un processus de spécialisation, mais également d'enseignants-chercheurs. Voilà, merci. Merci, Monsieur le Président. Professeur Mohamed Khalid Chouli de la faculté de médecine de pharmacie de Marrakech, Maroc. Permettez-moi d'insister encore et de revenir sur ce qu'on a dit donc dès le premier jour. Mon ami professeur Gallo-Diop, je crois que nous avons encore une fois la lourde responsabilité de structurer tout ça. Et j'insiste encore sur la recommandation de la création et de structurer un écosystème africain des innovations technologiques en matière de santé et de l'environnement. D'accord ? À mon avis, il faut absolument qu'on passe avec tout ce débat à des choses pratiques. Et rapidement, instaurer un comité d'édification de tout ça, de cet écosystème africain des innovations technologiques en matière de santé et d'environnement. Et ma proposition, encore une fois, c'est cet observatoire africain, d'accord, académique en matière de santé et environnement. Et plus pratiquement, puisqu'il y a ce projet de cette nouvelle cité de Diamandouo, donc je crois que le Sénégal est personnellement
vous, puisque vous êtes au sein du ministère de l'enseignement supérieur, je crois, et on est avec vous pour structurer tout ça et vraiment, après cette 5e édition, aller vers l'avant pour vraiment avoir le cadre stratégique, africain, international, etc., pour concrétiser en fait tout ce débat très important qu'on a eu pendant ces 3 jours. Merci beaucoup. Désolé, nous sommes limités par le temps. Allez-y, madame. Alors, bonjour et merci. Je vais d'abord appuyer peut-être Madame Djibo par rapport à son intervention par rapport aux femmes et dire que oui, effectivement, il n'y a pas beaucoup de dames qui sont dans la santé digitale. Je vais prendre mon exemple. Je suis peut-être l'une des très rares jeunes femmes qui sont dans la santé digitale aujourd'hui au Sénégal et qui aujourd'hui dirige une start-up en e-santé, si je ne suis pas la seule d'ailleurs, et qui est aujourd'hui arrivée jusqu'à être primée par le Grand Prix du Président comme prix Jeune Digital 2020 pour notre innovation et pour notre participation au développement socio-économique du Sénégal. Donc, je vais aussi rassurer Monsieur Gallo Diop pour dire que oui, d'ici 5 à 10 ans, effectivement, nous sommes en route et nous serons assis sur ces fauteuils. Et j'aimerais juste poser une question à Madame Djibo, donc pour lui demander, est-ce qu'aujourd'hui l'approche de Speak Up Africa inclut l'Open Innovation, c'est-à-dire que est-ce qu'aujourd'hui vous pensez à faire des alliances, par exemple État Startup, pour permettre aujourd'hui aux jeunes innovateurs que vous incubez de pouvoir mieux faire passer à l'échelle leurs innovations avec l'appui de l'État? Merci. Merci, professeur. Je vous salue au passage en pionnier. Moi, c'est Ndougo Faldien, pharmacien clinique. Et je salue aussi le docteur Gallo Diop que j'ai eu à rencontrer dans le CES 3T et qui ne finit pas de demander d'être pragmatique. Donc, je voulais juste demander sur l'innovation, parce que ce qui se passe en Europe et ailleurs, c'est différent de là où nous sommes. Nous avons des besoins en Afrique spécifiques. Pour l'innovation, d'abord, il faut que le Sénégal ait que les patients aient un record médical centralisé, que le malade qui va à Thiès, à Kaolack ou ailleurs, qu'on puisse savoir exactement qu'est-ce qu'il a, qui l'a vu, quels médicaments il prend et les identifier. C'est-à-dire que dès que le médecin arrive, il peut voir. L'autre chose sur laquelle je pourrais insister, c'est sur la formation continue. Certes, il y a la réglementation qui ne fait pas que la formation continue soit obligatoire, mais il faut que les médecins et les pharmaciens soient obligés de faire de la formation continue. Et 3 choses dans mon domaine, je suis pharmacien, c'est pour éviter certaines erreurs qui se passent beaucoup en pharmacie, par exemple le e-prescribing. C'est quelque chose qui est très possible. Bon, donc nous avons de ces besoins scientifiques et il n'arrête pas de le dire, le professeur Gallo Diop, mais il faut qu'il y ait un cadre qui puisse définir ça, en commençant par la réglementation pour pouvoir aborder nos problèmes et les régler avec le digital. Merci. Alors, je prends le pouvoir avec plaisir. Donc, tout d'abord, un grand merci pour les commentaires et les contributions. Je pense que je suis tout à fait d'accord avec votre proposition donc, par rapport à l'observatoire et éventuellement de voir comment contribuer à la mise en place de ce mécanisme au niveau du Sénégal. Donc, Speak Up Africa se porte volontaire pour faire partie du comité d'organisation par rapport à ça. Pour répondre donc à la question, Madame, déjà toutes mes félicitations pour le prix et vraiment pour votre leadership. C'est exactement donc ce genre de leadership que nous recherchons. Et vous avez bien fait de préciser la santé digitale, hein, parce que je pense que c'est effectivement dans le secteur de la santé digitale où on voit vraiment ces disparités
de manière encore plus flagrante que dans d'autres panels. Et c'est vraiment pour ça que j'ai insisté sur ce point dans ce panel en particulier, parce que c'est par rapport justement à l'innovation et à ce secteur qui malheureusement reste encore un secteur où il y a encore plus cette disparité entre les femmes et les hommes. Mais par rapport donc à Speak Up Africa et le partenariat public-privé, ça fait partie intégrante du travail que nous faisons, hein. Tout ce que nous faisons vient en appui aux stratégies nationales des pays dans lesquels nous intervenons. Et c'est vrai qu'un de nos piliers essentiels, c'est vraiment la mise en place de l'environnement favorable, de soutenir, voilà, d'avoir les bonnes politiques qui sont mises en place et de faire les connexions là où c'est possible entre les innovateurs et les services publics. Donc, tout à fait, et je me réjouis d'échanger encore plus avec vous après. Merci. Rapidement et concrètement, par rapport à mon frère, ami, professeur Chili, nous en avons discuté il y a 2 jours et il a été retenu que vous proposiez rapidement un draft concret. Et je crois que le draft vient de s'enrichir d'idées nouvelles que j'entends pour la première fois. Vous avez cité le site de Diamniadio. Dans le draft, incluez un espace physique dédié à une telle initiative. Il y a des choses tout à fait faisables dans le cadre de ce qu'on appelle la cité du savoir qui est en pleine construction. Et si vous faites quelque chose d'élaboré, de structuré, nous nous mettrons à nous battre très facilement auprès du nouveau ministre, qui est quelqu'un de très pragmatique et très rapide pour que cela aille de l'avant. Par rapport à e-santé, globalement, au sein du ministère, des ministères, enseignement supérieur, recherche, innovation et santé, il se trouve actuellement, et le professeur Mbou en sait quelque chose, nous recevons plusieurs offres. C'est dispersé, c'est touffu. Il est temps simplement qu'au niveau institutionnel, les décisions soient prises, que les meilleurs soient sélectionnés et qu'on mette en place. On a plusieurs exemples de choses pratiques qui ont été proposées, mais pour l'instant, il n'y a rien d'harmonisé, il n'y a rien de national. Il faut qu'on arrive à des hôpitaux sans papier et un certain nombre de procédures sans papier. C'est possible. Les ressources humaines sont là. Elles et ils peuvent le faire. Troisième point, c'est la formation continue. Et ça doit être quelque chose d'obligatoire. En tout cas, moi, je le pense. Et dans le même cadre de ce qui a trait aux ressources humaines, pour finir avec nos sœurs et nos chères filles qui sont dans la salle, vous savez, le meilleur moyen de faire la promotion des jeunes filles et des jeunes femmes vers les sciences, les technologies, l'innovation, la recherche, les prix et autres, c'est que vous sortiez des laboratoires, vous sortiez des universités, vous descendez de vos chaires, vous allez rencontrer les jeunes filles dans les écoles primaires. Vous leur parlez de vous, de votre parcours, de ce que vous avez réussi à faire, des mêmes choses vitales que vous vivez. Elles vont se retrouver en vous. C'est le meilleur moyen d'inclure et d'incrustrer de manière définitive dans la tête d'une jeune fille de 9-10 ans l'envie de devenir comme vous et de devenir plus tard chimiste, virologue, ingénieur en physique nucléaire et autres. Il faut que vous alliez donner de l'inspiration. Il faut que vous alliez attirer les jeunes filles qui sont dans les collèges les plus reculés de nos pays, leur faire vivre votre exemple et leur donner envie. C'est plus efficace, plus puissant, plus durable que toute stratégie, bien sûr nécessaire à mettre en place. Il faut que vous soyez bien accompagnés. Si le professeur Rokhaya va raconter son histoire, ou Madame Dipo, ou vous allez raconter votre histoire à l'école Maria Maba, ou au collège de jeunes filles
de Kédougou. Je vous assure que dans la classe où vous êtes rendu, il y aura au moins 5 filles qui, à partir de ce jour-là, vont prendre la décision de faire des études supérieures et de devenir docteur en X, Y ou Z. C'est le moyen le plus généreux, le plus rapide et le plus puissant que vous devrez aussi inclure dans vos stratégies d'élever les filles au rang des meilleures dans le monde. C'est possible. Faites-le, c'est possible. Alors, je vais essayer de conclure en rassemblant au moins 3 des 4 intervenants, et Madame m'en pardonnera. Le 24 et 25 février à Marrakech a lieu Officine Expo, qui est un très grand salon de pharmaciens dans lequel se rassemblent des pharmaciens, et de nombreux frères et sœurs du Sénégal sont déjà venus, et je recommande chaudement à notre frère de venir y assister. Il se trouve que le professeur Chouli et moi-même montons pour la 2e édition le village de l'innovation, où nous invitons des startups africaines, européennes et bien sûr locales à présenter leur innovation. Donc, madame, jeune femme, je vous propose de venir échanger afin que nous puissions vous offrir cette possibilité, que vous soyez à Marrakech avec nous les 24 et 25 février, de façon à vous exposer aux autres startups, à rencontrer des gens et à faire en sorte que votre innovation soit aussi connue et sorte du cloisonnement. Je suis un entrepreneur, ça fait 20 ans que j'en fais. Mon premier fait d'armes en e-santé remonte à 1999, donc je suis un peu un dinosaure du domaine. Je finis avec, parce que j'adore la circularité et les liens, ce que vient de dire le professeur de Gallo Diop. J'ai fait partie d'une association qui s'appelle l'Après en France, l'association pour la promotion de l'exemplarité scolaire, de la réussite à l'école et scolaire. Et on a des jeunes du Sénégal, d'Algérie, du Maroc, enfin peu importe, de partout, qui vont dans les écoles en France exactement faire ce travail-là. Donc si ça vous intéresse, je pourrais également vous donner un peu comment ça fonctionne, vous mettre en relation avec cette expérience, voilà, afin de créer ce lien. Et encore, merci encore à tous et à toutes de m'avoir écouté, et je suis à votre disposition pour échanger. La parole pour conclure. Je crois que nous avons pris un peu trop de notre temps, donc il n'y aura pas la conclusion est très simple. Ce sont juste des remerciements, vraiment des remerciements à l'endroit des panélistes. Je pense que c'était devenu tellement, disons, intéressant que nous tous, nous avons en tout cas beaucoup appris et beaucoup échangé. Et ce qu'il faudrait, c'est continuer à échanger dans les couloirs. Mais je voudrais aussi vous remercier pour vraiment être resté aussi longtemps. Et puis, j'ai vu que l'attention a été vraiment maintenue. Je voudrais m'excuser aussi auprès de ceux qui sont connectés et tous les problèmes connexes. Mais au finish, je dois dire qu'on a eu une session très, très, très enrichissante et qu'il faudra continuer dans les discussions dans les couloirs. Donc, je vous remercie. Merci beaucoup, cher professeur. Des applaudissements pour nos chers panélistes. Pour la 5e année consécutive, le Forum Galien Afrique se déroule en terre sénégalaise du 6 au 9 décembre 2022. Le Forum Galien Afrique offrira une plateforme d'échange exceptionnelle autour du thème « Accélérer la marche de l'Afrique vers la couverture sanitaire universelle ». Placé sous la présidence effective de son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, le Forum Galien Afrique réunira des experts scientifiques des secteurs de la santé, de l'économie, de l'environnement, d'éminentes personnalités politiques et de la société civile, d'anciens récipiendaires de prix Nobel, des universitaires et des centaines d'étudiants en médecine et pharmacie, ainsi que des jeunes innovateurs. Cette 5e édition du forum, avec 1500 participants, sera organisée en format présentiel et virtuel avec, du 6 au 9 décembre 2022, un forum des jeunes, un forum des femmes et un forum scientifique. Le vendredi 9 décembre 2022 se tiendra une cérémonie en présentiel au cours de laquelle, pour la seconde fois, le prix Galien Afrique, qui consacre la recherche, l'innovation, la santé et la technologie, sera décerné. Du 6 au 9 décembre, le Forum Galien Afrique fait de Dakar la capitale africaine de la santé, de l'innovation et de la recherche.